Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo coloriage et avis de films, séries, documentaires et autres sur ma chaîne. Alors je fais ce genre de vidéos régulièrement depuis plusieurs années et j'en profite pour vous donner mon avis sur différentes choses que je regarde tout en faisant du coloriage dans ce livre de coloriage pour adultes. Je vous joindrai en barre d'informations dans le i en haut de l'écran, etc. le lien vers mes vidéos précédentes de ce type pour que vous puissiez les voir si ça vous dit. Et puis vous pourrez trouver le début des avis pour certaines des séries que je vais mentionner, etc. Je fais aussi des fois des vidéos de dessin, des vidéos de comment dire, d'aquarelle, mais aussi des avis de podcast, etc. Donc si ça vous tente, eh ben, n'hésitez pas à aller voir ça sur ma chaîne, notamment dans ma playlist coloriage, écriture et dessin. Voilà, et bien je crois que j'ai tout dit pour l'introduction, donc on va passer aux premiers avis de cette vidéo, vu qu'il y en a pas mal. Alors, je voulais parler du documentaire sur Orelsan, ne montre jamais ça à personne, qui est un documentaire qui retrace la vie d'Orelsan, le rappeur français, de ses débuts à Caen jusqu'à son succès. Et en fait, on avait dit avec mon amoureux qu'on regarderait peut-être ça un jour ensemble. Et finalement, on l'a jamais fait. Et là, je sais pas, d'un coup, j'ai eu envie d'essayer ça. Toute seule, tant pis, vu que mon chéri n'est plus motivé pour le regarder. Donc là, je vais vous parler de l'épisode 1 de la saison 1. Donc dans cet épisode 1, on est à Caen, au début des années 2000, donc de 2003, 2005, 2006. Et on nous raconte comment déjà ce documentaire a vu le jour. Donc c'est le frère d'Orelsan, Clément, qui filme en fait son frère parce qu'il pense qu'il y a des choses intéressantes à filmer à ce moment-là. Et on voit que c'est le seul gars de la bande qui a un appart, et donc tous ses potes squattent chez lui. Et ils veulent faire de la musique, mais c'est très difficile dans une époque sans réseaux sociaux de se faire connaître, surtout quand tu viens de Caen, c'est-à-dire ni de Paris ni de Marseille. Et donc voilà, donc on voit dans cet épisode comment ils vont pouvoir, comment un des gars de la bande va être en fait connu sur la scène musicale. Et c'est des choses qui m'ont très surprise parce que c'est des choses dont j'avais jamais entendu parler, ces connexions entre lui et d'autres stars du rap français, du hip-hop français, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Franchement, je me lançais dans cette série en me disant qu'il y avait une chance sur une que j'aime pas. Parce que c'est vrai qu'Orelsan a une façon assez particulière de parler qui peut taper sur le système, donc je me disais, bon, je sais pas si je vais aimer. Et en fait, franchement, ce documentaire est très très bien monté. Parce que la voix off est super, il y a des interviews actuelles des principaux protagonistes. Parce que moi j'avais un peu peur de me farcir
dire des heures et des heures et des heures d'images de l'époque. C'est-à-dire date au paumé en 2005 quoi. Et en fait non, pas du tout. Il y a voilà des images d'époque mais avec pas mal de voix off et aussi des interviews d'aujourd'hui, etc., qui retracent l'histoire. Et au final c'est vraiment très très bien scénarisé et on ne s'ennuie quasiment pas parce qu'on se dit bah voilà qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'ils vont faire pour être connus. Et en même temps la force de cette histoire c'est que tu as l'impression que ça pourrait être toi ou ton voisin ou ton frère, c'est-à-dire voilà des gars d'une ville pas très grande qui traînent, qui savent pas quoi faire de leur vie et qui et qui pourtant ont du talent et c'est grâce à ça qu'ils vont percer. Mais t'as quand même un côté monsieur, madame, tout le monde qui est très intéressant. Donc bah écoutez, je pense que je vais tenter la suite et j'espère que ça me plaira. Alors je voulais vous parler de la série The Last of Us, qui est une série que Amazon Prime produit et qu'ils mettent donc très en avant, vous en avez peut-être entendu parler. C'est une série inspirée du jeu vidéo du même nom, dans lequel, bon, on va le dire tout de suite, hein, il y a une grande partie des humains qui sont transformés en espèces de zombies à cause d'une infection à un champignon qui s'est répandu. Et donc, dans ce premier épisode qui dure 1h20, on a justement la découverte de l'infection, le personnage principal qui, avec son frère et sa fille, tente d'échapper à tout ça. Et après, on retrouve le monde 40 ans plus tard, 20 ans plus tard, pardon, je me suis trompée. Et on est dans une société où il y a différentes factions. Donc les militaires, les personnes lambda qui travaillent pour tenter de survivre, les personnes infectées qui sont souvent tuées, et les rebelles, si je peux dire ça comme ça, je me rappelle plus ce que c'est leur nom, qui veulent que la loi militaire ne soit plus le seul mode de vie et revenir plus dans une espèce de démocratie. Donc voilà globalement ce qui s'y passe. Et en fait le héros va se faire confier le transport, si je peux dire ça comme ça, d'une jeune fille à travers le pays. Et c'est ça qui va se passer dans la suite de la série. Donc qu'est-ce qu'on a pensé de ce premier épisode avec mon chéri, vu qu'on l'a regardé tous les deux? Et bah écoutez, globalement on a trouvé ça bien mais pas exceptionnel. On a trouvé ça bien dans le sens où oui, il y a quand même un côté intéressant, c'est bien filmé, les personnages jouent bien, surtout les différents adolescents qu'on a rencontrés pour le moment dans l'épisode 1. Après, est-ce que c'est exceptionnel? Non, parce qu'il y a un côté réchauffé de revoir encore un truc de zombie pour la énième fois. Et aussi les scènes, justement, il y avait des personnes infectées qui étaient en train de tout tuer, tout ça, un peu gore, franchement bof quoi, parce que, alors moi j'ai déjà expliqué, mais le gore ne me gêne pas trop, dans certaines limites évidemment, mais en fait moi c'est les trucs suspense, stressants que j'aime pas, et là en fait c'était ça, puis après des scènes, bon bah voilà, assez dégueu, qui étaient pas très intéressantes, clairement, disons-le. Donc je me demande si dans la suite de la série on va pas avoir un peu trop de ça, justement je me demande quelle direction va être prise, parce que si la quantité de ce genre de scène reste
final on a quoi, une vingtaine de minutes de ça, ça passe encore. Par rapport à la durée de l'épisode, par contre si c'est que ça, ouais non ça va pas être possible pour moi. Parce que ben, j'aime pas ça et que ça ne m'intéresse pas. Alors je voulais vous parler du film Shotgun Wedding. Donc c'est un film avec Jennifer Lopez, action et romance, dont Amazon faisait la promo partout là, en janvier. Et donc je me suis dit bon bah après tout, pourquoi pas, on va l'essayer. Donc on l'a essayé avec mon chéri. Alors très rapidement il a pas voulu regarder la suite. Donc j'ai regardé la fin toute seule parce que ben, ce film est assez particulier. Alors j'explique vite fait un résumé et avant de donner mon avis. En gros c'est Jennifer Lopez et son futur mari qui se font attaquer par des pirates alors qu'ils sont en train de faire leur mariage sur une île paradisiaque. Donc ce film est clairement un peu un nanar, je crois qu'on peut le dire, parce que les dialogues sont creux, mais alors creux, mais au début c'était insupportable. C'est d'ailleurs pour ça que mon chéri a craqué. Il a dit non mais moi je peux pas regarder un film où il se passe rien et où les dialogues sont aussi creux. Et donc moi j'ai voulu quand même regarder pour voir une fois que ça se lançait, si je peux dire ça comme ça. Et donc on a des scènes d'action qui sont toutes plus délirantes les unes que les autres, avec un méchant qui est un méchant et une méchante qui sont hyper caricaturaux. Jennifer Lopez et son mari qui ne sont pas du tout comment dire, des agents secrets qui vont se mettre ou des policiers qui vont se mettre à combattre les méchants. Enfin bref, c'était vraiment n'importe quoi. Et le côté romance du film, parce que voilà c'est action et romance, pareil, c'était pas mieux. C'était archi caricatural dans le choix scénaristique qui pourtant était assez original. Parce que sur le papier on se dit voilà, un couple qui a des doutes lorsqu'il se marie, bah au moins c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Mais non franchement je ne peux pas vous le recommander parce qu'il est vraiment hyper creux. Et une collègue de boulot m'en a parlé parce que je parlais de ça une fois à table le midi et elle m'a dit qu'elle était entièrement d'accord avec tout ce que je viens de vous dire. Donc je me dis si on est plusieurs à penser ça, c'est qu'il faut se poser quand même des questions sur le film. Alors je voulais maintenant vous parler de l'épisode 6 de la saison 3 de The Boys, épisode qui s'appelle Erogasme et qui parle de SEXE, forcément vu le nom. Alors très clairement je n'ai pas du tout aimé cet épisode parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'Amazon cherchait à faire du HBO, c'est-à-dire à montrer plein de scènes de SEXE sans aucun intérêt pour l'épisode ou l'action ou la série ou les personnages. Vraiment nul. Enfin vraiment inutile et du coup caricatural. Après on voit du coup un certain personnage
Lisa Starlight. Donc à voir ce que ça va donner pour les derniers épisodes de la saison. Et surtout, un truc qui moi m'intéresse, c'est est-ce qu'on va enfin en savoir plus sur Noir ou pas? Je me le demande bien. Donc bah écoutez, voyons voir ça. Dans les épisodes là, je crois qu'il m'en reste 2, donc je vais quand même les regarder. Pour bah, finir cette arc narratif, si on peut dire ça comme ça. Alors, je voulais vous parler de l'épisode 7 de la saison 1 de la série Miskina la pauvre. Donc cet épisode se passe encore en Algérie et on suit les deux sœurs chercher le plat non pas le plat d'agile, le four à pain, je sais plus comment on appelle ça, enfin un plat pour faire du pain pour leur grand-mère. Et en fait cet épisode là va être assez caricatural, j'ai trouvé, avec les actions du gars qui les accompagne en Kabylie, mais aussi du village, je sais pas, enfin j'ai été assez déçue de cet épisode là parce que ouais, je l'ai trouvé trop je sais pas, enfin comment essayer d'expliquer. Je suis désolée, j'ai un peu de mal à trouver, mais bon. Je sais pas, il me laissait un goût un peu amer dans la bouche parce que je trouvais que le scénario, il faisait trop série, voilà. C'est-à-dire que jusque là, on avait quand même quelque chose qui faisait naturel, où je me disais, bah ouais, il y a des gens qui sont vraiment comme ça, qu'il arrive vraiment toutes ces choses-là et tout ça. Ça paraissait crédible. Et là, ça paraît quand même trop, je trouve. Et du coup, pour une série qui se passe là-dessus, ben c'est fort dommage de voir qu'on perd ce côté authentique, malheureusement. Donc ouais, bof, mais bon, comme il reste plus qu'un épisode, je pense quand même que je vais le tenter, et je vous dirai dans la vidéo ce que j'en ai pensé du coup. Alors, encore une fois, en mode voix off, désolé. Là, je voulais vous parler du film qui date de cette année, je crois, qui s'appelle The People We Hate at the Wedding. Non, hate. Les personnes qu'on déteste au mariage, voilà. On va le faire comme ça plutôt que de me faire ma mauvaise prononciation de mots ailleurs. Alors, c'est un film où l'histoire c'est une famille avec la mère, le père dont elle a divorcé et leur fille issue de ce mariage, et les deux enfants issus du second mariage de la maman qui se retrouvent au mariage de la fille aînée à Londres, non, en Angleterre peut-être que c'est peut-être pas à Londres, et qui vont du coup être l'occasion de renouer les liens et de laver un peu les quiproquos familiaux, enfin laver son linge sale, dans le sens où il y a plein de quiproquos et de ressentiments qui existent entre les membres de la famille. Et ça va être le moment pour chacun et chacune de comprendre le point de vue de l'autre et pourquoi il y a eu telle ou telle chose qui se sont passées, globalement. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh ben écoutez, je l'ai trouvé plutôt sympa. Parce que c'est une comédie familiale, un peu romantique, assez originale. Vu que les personnages sont tous un peu barrés. La fille cadette, qui est jouée par Kirsten Bell,
je crois que c'est ça son nom. Et vraiment super intéressante avec son côté je couche avec mon patron, mais en même temps on s'aime, mais en même temps on s'aime pas, mais je jalouse ma soeur, mais en même temps non, mais en même temps oui, enfin voilà, c'est assez intéressant. Le frère gay, un peu starbé et intéressant aussi. La mère qui se dit est-ce que je renoue avec mon premier mari ou pas. Le premier mari qui est quand même assez particulier aussi. Tout ça, ça fait un film assez rond en couleur. Après, ils ont voulu rajouter des scènes un peu gênantes, pas gênantes, qui sont au final quand même un peu gênantes. Donc je vous avoue qu'il y a quelques trucs, moi j'ai passé, hein, parce que franchement, passer 5 minutes à faire un truc ultra lourd, ouais non, non franchement moi non. C'est pas à mon goût donc je passais, mais bon après ça c'est une histoire d'avis. Mais ça n'empêche pas que je me suis bien enfin j'ai trouvé ça vraiment sympa. Après, est-ce que c'est le film de l'année? Non, n'exagérons pas. Mais voilà, comme petite comédie du dimanche, franchement, c'était tout à fait agréable et sympa. L'évolution des personnages est quand même très caricaturale, hein. Voilà, ça reste le film américain, plein de bons sentiments. Voilà, mais des fois, on est un peu déprimé ou on est un peu stressé. Et regarder un film comme ça, ben, ça reste quand même sympa. Et moi, je vous avoue que je l'ai regardé en faisant de la cuisine. Parce que j'avais une grosse session de cuisine à faire. Et bah du coup, c'était pratique parce que c'est le genre de film où c'est pas grave si tu quittes l'écran des yeux une seconde. Parce que le scénario n'est pas suffisamment compliqué pour rater beaucoup de choses. Donc vous voyez, je sais, enfin voilà, j'espère que j'ai été claire en disant que voilà, c'était sympa, mais c'était pas le truc de l'année. Donc bah écoutez, à vous de voir si vous pensez que ça va vous plaire. Alors, je voulais ensuite vous parler de la série Clarkson à la ferme. Donc c'est une série moitié documentaire, moitié télé-réalité qui met en scène Jeremy Clarkson, le présentateur britannique, qui est connu pour sa présentation de l'émission Top Gear, donc toujours au Royaume-Uni, qui se lance dans la vie de fermier après avoir acheté une ferme. Alors, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais déjà parlé de la saison 1 de cette série quand elle était sortie il y a 2 ans, je crois maintenant. Donc vous pourrez retrouver ça sur ma chaîne. Et là, il y a enfin la saison 2 qui est sortie. On l'attendait impatiemment avec mon chéri, parce qu'on avait plutôt aimé la saison 1. Alors dans le premier épisode, on retrouve Jeremy Clarkson qui se dit que pour avoir développé son activité, ça pourrait être bien d'ouvrir un restaurant sur sa ferme où il vendrait des produits locaux. Donc il voudrait avoir des vaches pour faire de la viande de bœuf et aussi pour produire des pousses qui feraient de l'engrais dans le sol. Donc on le voit en train d'aller acheter les vaches, etc. Et d'ailleurs on a des scènes absolument dégueu où il filme les fesses des vaches, enfin bref voilà. Et comme d'hab, c'est complètement délirant, mais tu sens que comme il y a le pognon d'Amazon derrière et son pognon à lui, c'est des choses qui ne devraient pas être envisagées, si je puis dire, le deviennent. Donc voilà, du coup, bah écoutez, c'était sympa de le retrouver et de se dire bon, il est toujours aussi barré. Il y a toujours Caleb qui est vraiment le vrai chef de la ferme, hein, soyons réalistes, et qui le remet en place. Donc
maison de disques, plus se faire connaître. Alors certes, il y a MySpace qui le fait connaître. Il fait 2 morceaux très énervés contre, en lien avec les femmes qui seront perçues comme sexistes. Mais voilà, c'est pas encore le moment où il perce et c'est donc pas très évident. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce deuxième épisode? Et bah écoutez, je l'ai bien aimé parce que en fait moi c'est une période que j'ai connue, donc où j'avais entendu parler justement d'Orelsan, tout ça, et où je croyais que c'était premier degré. Du coup j'étais pas contente en tant que femme, et en fait c'est intéressant de voir ce qu'il avait voulu faire et pourquoi il l'a fait, et ça permet de mieux le comprendre et de mieux accepter l'existence de ces morceaux. Voilà, même si je peux comprendre qu'il reste, même aujourd'hui, quasi 20 ans après, en travers de la gorge de certains et certaines. Et voilà, moi aussi j'ai encore du mal avec, mais je comprends d'où ça vient, et ça c'est intéressant. Et c'est intéressant aussi de voir que c'est la galère, que quand tu viens pas de la cité à l'époque, faire du rap c'est hyper compliqué, et que tu peux passer des années et des années à faire des morceaux et tu perces pas quoi. Tu perces pas. Donc voilà, donc je pense que je vais... Ah non, je vais pas dire que je vais regarder l'épisode 3 parce que pour l'instant je reste plutôt intéressée par cette série. Et surtout que comme ça fait très longtemps, moi je m'en rappelle plus bien de tous ces événements là. Et donc j'ai hâte de voir ce qui se passe après, parce que je trouve ça intéressant vu que c'est vrai, tout simplement. Alors je vais maintenant vous parler de l'épisode 7 de la saison 3 de The Boys. J'avais détesté l'épisode 6 si vous vous rappelez, et j'étais donc un peu sceptique sur le lancement du 7, et au final j'ai trouvé que c'était un bon épisode avec des personnages forts. On en apprend enfin un peu plus sur l'enfance de Butcher. Je trouve que Starlight est vraiment très badass dans cet épisode, et on a un gros retournement de situation à la fin. Donc clairement on sent que la fin de la saison arrive et que ça y est, on a enfin des choses bien qui se passent dedans, parce que sinon comment voulez-vous que on se mette à regarder la saison d'après quoi. Donc voilà, écoutez, clairement c'était comme j'ai dit plutôt bien, donc à voir comment sera le dernier épisode. J'espère qu'on aura encore des choses qui seront révélées, l'histoire qui avance, et pas juste des retournements de situation à la dernière minute pour finir la saison, parce que ce serait bien le style pour cette série, auquel cas ce serait quand même un petit peu décevant. Donc on verra ça. D'ailleurs je sais pas si... Non, je vais vous parler du film Avatar 2, La Voix de l'eau, que je suis allée voir en 3D au cinéma, puisque j'ai eu l'opportunité de profiter de places à prix réduit, chose qui m'a permis de le voir en 3D, parce que sinon c'est quand même assez cher. Bref, qu'est-ce que c'est l'histoire? Alors c'est la suite du film Avatar sorti il y a 10 ans, et les méchants militaires d'il y a 10 ans sont réincarnés en Avatar, et ils vont revenir sur la planète pour tenter de
Jake Sully, puisqu'il a maintenant 4 enfants et en plus de sa femme, et afin que les humains puissent exploiter en toute impunité tout ce qu'il y a à exploiter sur cette planète. Voilà, alors, vous en avez sûrement entendu parler, le film dure plus de 3 heures, donc franchement, c'est long au cinéma de rester 3 heures assis. Après, heureusement qu'on l'a vu en 3D parce que ça permet une immersion bien plus importante dans le film et ça permet de moins s'ennuyer, même si je vous avoue que j'ai quand même regardé 2 ou 3 fois ma montre. En fait, en gros, toutes les heures, j'ai regardé ma montre pour savoir quelle heure il était et où est-ce qu'on en était parce que je n'en avais aucune idée. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? J'ai trouvé que tout ce qui était image et 3D était sublime, mais que le scénario était nul. Qu'est-ce que j'ai bien aimé dans les images? Et ben j'ai trouvé que franchement, ensuite j'ai pas vu la qualité des images, la qualité de la 3D vraiment au top. On a une façon de filmer où, si vous voulez, d'habitude quand on regarde un film, dans la partie filmée, si je peux dire ça comme ça, dans la prise de vue, il n'y a pas comment dire, d'objets, de choses de la vie réelle qui font que la vie réelle est la vie réelle. Et là c'était le cas. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y avait par exemple des lianes dans la forêt, des poissons, des insectes qui passaient comme devant la caméra ou qui étaient évités par les personnages lorsqu'ils se déplaçaient. Et ça donnait un côté ultra réaliste au film et à la façon de filmer. Et du coup, voilà, c'était super beau. Après, le seul avantage qu'on peut dire, c'est que au moins l'histoire prend son temps. Donc on a différentes phases dans l'histoire et on a le temps de les voir, de les apprécier, de les développer, etc. Donc là-dessus, rien à dire. Après, par contre, voilà, moi je l'ai vu une fois et honnêtement, je pense pouvoir dire que c'est un film que je ne re-regarderai pas. Pourquoi ça? Eh bien parce que, comme je disais, le scénario, je l'ai trouvé nul. C'est-à-dire que en fait, il n'y a quasiment pas de scénario. On a, c'est un peu comme cette bande. C'est-à-dire qu'on a des grandes scènes d'action ou de nage, parce que le film se passe au niveau des océans. Donc beaucoup de nage, donc beaucoup de scènes d'action, beaucoup de nage, entrecoupées de mini-bandes de scénarios qui vont chercher à justifier ce qu'on a vu, mais qui sont extrêmement redondantes. Donc c'est-à-dire que en gros, les enfants de Jake Sully lui désobéissent, ils font des bêtises. Jake Sully, donc là il y a une scène d'action. Après, Jake Sully les dispute et il leur dit surtout vous recommencez pas. Non papa, on recommencera pas. Et bim, 5 minutes après, on repart à zéro. Et en fait, c'est ça tout le film. Alors ok, pardon, c'est ça tout le film. Et c'est aussi des méchants, mais d'une caricature extrême. Et c'est vraiment, on est les méchants, on est super méchants, mais on est les mêmes méchants que le 1. C'est tellement dommage d'avoir refait ça. Et du coup, mais un scénario mais simpliste qui essaye de parler au père de famille et à l'ado, au père et à la mère de famille et à leurs ados, et je sais pas, aux gentils américains qui vont tuer les méchants. Mais qu'est-ce que c'est que ce scénario? Franchement, vous n'avez pas l'impression d'exclure quand même une grosse partie de la population, je sais pas. Et voilà, donc le côté Jake qui passe son temps à engueuler ses gosses, franchement, c'était insupportable.
soit t'apprends à gérer tes enfants et tu les surveilles, soit t'arrêtes de les engueuler toutes les 5 secondes. Enfin bref, c'était vraiment bipolarité. Je les laisse faire ce que je veux, mais en même temps, je veux pas qu'ils fassent des bêtises, mais en même temps, je les surveille pas. Enfin, trop bizarre. Vraiment, j'ai pas compris. Et du coup, en fait, le problème aussi, c'est que c'est ça, tout le film. C'est-à-dire que qu'on prenne ça une fois de temps en temps, pourquoi pas, et qu'on passe 3 heures de film à revoir 4 ou 5 fois ça. Ben non, non, franchement non, c'est trop quoi, c'est trop redondant, c'est trop long. Après, je trouve que le film s'est complètement manqué sur la partie protection de la nature qui avait été très présente dans le 1 et que c'était fort intéressant. Et là, en fait, c'était inexistant. Alors que pourtant, avec la partie sur les océans, il y avait quelque chose de merveilleux à faire sur la protection des ressources de l'océan. L'importance de l'océan pour notre survie. Hein. Vraiment, tu pouvais passer 1 heure à faire ça. Ce n'est pas évoqué une seule minute. Enfin, j'exagère. C'est évoqué 5 minutes sur 3 heures, quoi. Donc, vraiment nul. Et ça, c'est quelque chose qui aurait très bien pu remplacer les 15 000 fois où on nous a dit que les enfants faisaient des bêtises. Donc voilà, je me dis, il y a vraiment un truc qui a été mal fait à ce moment-là, quoi. Et après, donc je vous disais, pour les méchants, je trouve qu'ils se sont complètement loupés de reprendre les mêmes que le 1 et d'en faire une caricature. Je crois sincèrement qu'il aurait mieux valu prendre d'autres personnages pour faire les méchants. Notamment, il y a un pêcheur, j'en dirai pas plus pour pas révéler le film, mais un pêcheur méchant qui aurait pu être un super méchant dans ce film. Et justement, on aurait pu développer la partie protégeons la mer, etc. Et ça aurait été super. Et éviter d'être redondant. Mais là, bah non, c'est archi redondant. Tout comme le fait d'apprivoiser les... Je sais pas comment ça s'appelle, enfin, les créatures marines qui leur servent de monture. C'était hyper redondant avec le 1. Ça, donc j'ai pas trop compris pourquoi ils avaient fait ce choix-là. Mais ouais, voilà, écoutez, vraiment déçu. Après, on se demandait, est-ce qu'il faudra aller voir le 3 qui va sortir dans 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Ben, je sais pas. Est-ce qu'il faut que vous alliez voir le 2 si vous allez le voir? Moi, je vous dirais, allez le voir que en 3D. Même si c'est plus cher, franchement, ça rentabilisera les 3 heures de film rien que pour la beauté des images. Et surtout, faites comme moi. Comme j'avais entendu dire qu'il fallait pas aller le voir pour le scénario. Et j'ai bien fait d'être dans cet état d'esprit-là parce que ça m'a permis d'être moins déçue, je pense. Donc n'allez pas le voir pour le scénario. Et est-ce que j'ai envie d'aller voir le 3? Ben j'hésite. Parce que si c'est une redite avec les gosses qui sont insupportables, franchement, je sais pas si je resupporterai plusieurs heures là-dessus. Mais si c'est justement une évolution avec d'autres méchants, à nouveau un message intéressant et un vrai scénario, ben ouais. Donc on verra quand on aura des infos sur ce film-là, ce qui sera dit et je m'adapterai en fonction. Voilà. Je pourrais encore en parler longtemps parce que forcément avec 3 heures de film, il y a beaucoup à dire. Mais voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour ce film-là parce que je crois que j'ai déjà bien parlé. Alors, je voulais maintenant vous parler du dernier épisode de la saison 1 de Miskina la pauvre. Donc cet épisode clôt la saison et on a un peu une première boucle narrative qui est fermée avec les histoires entre la sœur
l'épisode précédent dont je vous parlais l'autre jour, tout est beaucoup trop facile d'un point de vue scénario. Les choix qui sont faits pour boucler, vraiment beaucoup trop caricaturaux, beaucoup trop faciles. Et c'est vraiment dommage. Et surtout par rapport au meilleur ami, franchement c'est 0% crédible. Donc vraiment, enfin vu comment ça a été amené. Donc ouais, vraiment dommage. Du coup, globalement, est-ce que je vous conseillerais cette série ou pas? Ben, je sais pas trop, parce que d'un côté, c'était pas la série du siècle, loin de là, mais d'un autre côté, ça se regardait quand même, et je pense que certaines personnes pourront s'y reconnaître. Donc, ouais, je pense que ça se tente, mais allez pas me remuer si elle est terre pour ça non plus. Claire. Alors, je vais vous parler du dernier épisode de la saison 3 de la série The Boys. Donc dans cet épisode on conclut l'arc narratif, je crois qu'on dit ça comme ça, avec Soldier Boy et on a un peu le grand combat final. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Ben, je l'ai trouvé assez décevant en termes de combat justement. Je trouve que c'est dommage de voir à quel point on nous a fait monter la mayonnaise sur un combat entre ces deux personnages-là et voir ce qui se passe dans cet épisode-là. J'ai par contre bien aimé ce qu'il arrive à Maeve et la conclusion qui est proposée pour son histoire. Même si ça me rend triste parce que ça veut dire que on la verra plus autant et que c'était un personnage que j'aimais beaucoup. Et je sais pas trop quoi penser de Butcher comme dans toute cette série. C'est un personnage qui me laisse extrêmement perplexe parce que d'un côté il est réaliste dans sa folie complète et je peux comprendre qu'il y a un côté un peu syndrome de Stockholm des autres personnages qui s'attachent à lui et qui essayent de le changer, mais d'un autre côté j'ai l'impression que dans la vraie vie quelqu'un qui fait tout ça on l'accepterait plus de proche parce que c'est trop destructeur. Donc voilà, je sais pas trop. Et du coup cette saison dans son ensemble, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je suis un peu mitigée parce que j'ai trouvé que l'arc narratif autour de Soldier Boy était intéressant et créait du renouveau dans la série. J'ai aimé aussi voir Homelander perdre complètement les pédales et les implications que ça avait. Par contre, je trouve qu'on tourne quand même un peu en rond et je trouve que le personnage de MM, dont la famille a été décimée par Soldier Boy, a été grandement sous-exploité parce que justement je pense qu'on aurait vraiment pu faire quelque chose d'intéressant sur la vengeance, la difficulté d'accepter tout ça, et qu'au final c'est vraiment parti un peu en autre boudin pour lui et oui, je trouve ça vraiment dommage que ça se termine comme ça. Voilà, après est-ce que je regarderai la saison 4 s'il y en a une, enfin quand il y en aura une, parce que je pense que vu la fin il y en aura probablement une. C'est possible parce que l'arc narratif qui est évoqué en fin d'épisode pour une possible saison 4 me semble être intéressant
pense que je pourrais tout à fait regarder une saison 4. Après, est-ce que c'est une série indispensable? Est-ce qu'il faut absolument regarder cette saison 3? Non, non, soyons honnêtes. Et ça reste une série très particulière qui ne plaira pas à tous. Voilà. Alors, je voulais vous parler d'une série que j'ai en fait très peu regardée, mais justement pour vous montrer que ça existe aussi pour moi. Donc la série en question c'est Harlem d'Amazon. Et là du coup je vais vous parler de l'épisode 1 de la saison 1. L'histoire c'est 4 jeunes femmes qui vivent à Harlem. Oh là là, surprise surprise. Actuellement et leur comment dire, pérégrination de trentenaires américaines vivant dans ce quartier. Sur le papier, cette série aurait pu me plaire. 4 femmes de 30 ans, l'amitié, comment dire, le côté un peu féministe, tout ça. Mais en fait, je sais pas, j'ai pas accroché du tout avec les différents personnages qui sont présentés. Je me reconnais dans aucune. On a la professeure d'université, encore amoureuse de son ex. On a je crois qu'elle est homme d'affaires, enfin femme d'affaires, pardon du coup, lesbienne, je sais plus, enfin un truc comme ça. La chanteuse ratée et l'auto-entrepreneur qui a eu de l'argent de ses parents, etc. Enfin bref, je sais pas, j'ai trouvé ça too much. Je me reconnaissais pas et en fait je me disais oh bah faut que je finisse de regarder l'épisode quand même pour donner mon avis, puis peut-être d'autres épisodes et tout ça. Et en fait non, j'ai décidé que bah non, si j'arrivais pas à me motiver en 15 jours à finir l'épisode, c'est que en fait tout simplement c'était pas une série pour moi. Et il n'y a pas de mal. Voilà, il y a d'autres séries qui sont pour moi, il y a d'autres séries qui sont pas pour moi. Et voilà, donc je pense que ça peut être une très bonne série. Et vraiment quelque chose qui est apprécié par beaucoup de monde. Mais voilà, j'ai pas accroché. Et il n'y a pas de honte à ça. Dites-moi si vous aussi vous avez eu des séries où vous n'avez pas accroché ces derniers temps, ça me fera plaisir de voir que je ne suis pas toute seule. Alors, je vous parle maintenant du 3e épisode de la série des documentaires Montre jamais ça à personne d'Orelsan. Dans cet épisode, on est avec la polémique sur son morceau. Je réfléchis, est-ce que je donne le nom, mais je pense qu'il vaut mieux pas avec YouTube. Mais voilà, où il incite, enfin où il est un personnage qui incite à la violence envers les femmes. Et en fait, du coup, je me rends compte que c'est ça dont j'avais entendu parler. Mais j'avais beau être grande, quand ce morceau est sorti, je ne me rendais pas du tout compte qu'il avait fait parler de lui à ce point-là et qu'il y avait eu autant de manifestations, autant de conséquences pour lui, au point de faire qu'il hésite à arrêter la musique puisqu'ils étaient déficitaires de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur la tournée. Et du coup voilà, donc c'est intéressant de voir dans cet épisode 3 comment il prépare la tournée, il prépare la tournée, il prépare la tournée, et au moment où tu dois avoir le point culminant, boum, il y a la polémique qui commence, et donc au final cette tournée ne pourra jamais vraiment se terminer correctement. Et donc là je me demande comment il va se relever, puisque je sais
va se relever et ce qu'il va faire pour la suite quoi de sa Après je suis en train de me dire ce morceau il pose une question intéressante et à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse parce que je ne peux pas faire de réponse universelle pour tout. Et la question qu'il pose c'est peut-on tout dire dans une œuvre sous prétexte que c'est de la fiction? Et du coup je sais pas quoi répondre à ça parce que en fait moi j'ai envie de dire que non, mais lui Orelsan dans ce morceau là il a envie de dire que oui, mais en même temps est-ce que c'est le plus choquant? Non, mais en même temps est-ce que c'est choquant? Oui. Donc je sais pas, c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir et je pense que ça pourrait faire un vrai sujet de podcast. Je vais repasser par dessus ça parce que en fait c'est pas le même violet et du coup c'est pas joli. C'est un vrai sujet de podcast qu'on pourrait faire sur ma chaîne un jour. Après il y a tellement de choses à dire et c'est un terrain tellement glissant que je ne suis pas sûre d'avoir envie de le faire en podcast parce que je pense que ça pourrait me retomber vraiment dessus comme lui ça lui est complètement retombé dessus. Après, enfin voilà, je sais pas quoi dire. Je peux comprendre que beaucoup aient été choqués, mais je comprends aussi mieux ce qu'il a voulu dire et tout ça maintenant que je comprends mieux que j'ai vu le documentaire, vu que j'ai vu les dessous, etc. Et ce qui est vrai, c'est que ce qui est dommage, c'est que à l'époque, on n'ait pas pu avoir accès à toutes ces infos-là réellement. Alors, je voulais vous parler du film Life of the Party. Donc c'est un film de 2018, 2019, quelque chose comme ça, dont l'histoire c'est une femme de la quarantaine. Son mari la quitte et veut un divorce et du coup elle décide de retourner à la fac quoi, avec sa fille pour finir ses études d'archéologie. Alors ce film n'est absolument pas un film qui se prend au sérieux, loin de là. Le but n'est pas du tout de faire un film réaliste, mais au contraire de faire un film pour rigoler quoi. C'est vraiment purement une comédie. L'actrice, je connais pas je m'en rappelle jamais de son nom, mais c'est une actrice connue qu'on a déjà vue dans plein de comédies américaines, donc voilà. Et après du coup je l'ai tout de suite pris comme un film voilà, second degré. Et donc c'est vrai que grâce à ça je l'ai pas trouvé complètement naze, mais je pense que si vous le prenez comme un film premier degré, vous n'aimerez pas du tout parce que oui, tout est ultra cliché et parfois assez lourd. Voilà, elle se met à coucher avec un autre étudiant mais qui est très jeune. Elle détruit complètement certaines choses, tout le monde l'adore, etc. Enfin, ce n'est pas du tout réaliste, mais voilà. Moi je l'ai pris comme un film pour se distraire le samedi soir quand on est claqué. Et clairement, je crois bien que c'est ça le but de ce film. Donc voilà, écoutez, c'était pas le film de l'année, mais bon, c'était mignonné. Et ça m'a fait marrer quand j'en avais besoin. Et après tout, c'est déjà pas mal. Alors, je voulais maintenant vous parler de l'épisode 2 de Clarkson à la ferme. Donc dans cet épisode-là,
cherchent à les faire tomber enceinte pour avoir donc des veaux. Et on a de nombreuses fois des scènes à la suite des vaches qui s'échappent. Et en fait, je vous avoue que j'ai commencé à trouver ça un peu lourd. Certes, cette série est faite pour être archi dramatique avec Jeremy Clarkson qui regarde des vidéos de sécurité sur les exploitations agricoles, etc. et qui fait tout pour que ce soit caricatural. Et pareil avec les comment dire, des vaches qui s'échappent et tout ça, on nous montre à mort qu'elles s'échappent alors qu'en fait ils finissent par dire qu'elles se sont échappées entre guillemets que 4 fois en 10 jours. Et en fait là tu aperçois qu'il y a certaines personnes dans la communauté qui sont un peu exaspérées du côté on passera tout parce que moi je suis présentateur télé et moi aussi je vous avoue que ça a commencé un peu à m'exaspérer là dans ce deuxième épisode parce que bon, autant dans la saison 1 voilà c'était marrant et tout, autant là en fait ça commence à devenir trop quoi, trop too much, trop redondant et trop là je crois qu'il serait temps de nous montrer un peu autre chose dans cette série et pas juste voilà la énième bêtise de Clarkson. Mode super lourd quoi. Enfin, je sais pas si jamais vous avez regardé cette série ou pas parce que personne m'en a jamais fait de retour, mais voilà, je serais plus que ravie d'avoir votre avis parce que c'est vrai que je suis un peu perplexe quant à ça.